Alors, on avait donc cette première table ronde sur la question du numérique et de la consommation. C'est un vaste sujet pour un court format, puisque nous avons 20 minutes ensemble, dont des questions du public qui est donc présent ici. Donc je compte activement sur vous pour poser des questions à l'issue de cette séance. Vous avez vu, on est dans une soirée où tout peut arriver, avec de la surprise, du happening, des choses qui ne sont pas du tout préparées. Donc vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions. Comme on s'était dit que consommation, c'était un peu large, on a recentré les débats autour de l'influence, puisque ça fait partie des thématiques contemporaines qui sont au cœur de nos sujets, puis au cœur aussi du consommateur et de sa possibilité d'être informé librement ou non, d'être manipulé, d'avoir de la transparence aussi sur la manière dont on communique aujourd'hui sur les différents produits. Mais peut-être, une petite précision, quand on parle d'influence, on parle de quoi exactement, Guillaume, sachant qu'il y a beaucoup de fantasmes autour des influenceurs. Oui, en effet, c'est un mot qui est extrêmement fantasmé. La réalité, elle est très différente. Il faut savoir qu'en France, il y a à peu près 150 000 influenceurs. Les influenceurs, d'ailleurs, ils n'aiment même pas qu'on les appelle influenceurs. Pour eux, le terme qui les définit le mieux, c'est créateurs de contenu. Et ce sont des gens qui, d'abord par passion, ont commencé à communiquer sur les réseaux sociaux et puis ont obtenu comme ça des dizaines, des centaines, des milliers, des millions de followers. Et il y en a 150 000. Donc, et cette population, elle est extrêmement hétérogène. Et elle est loin du fantasme que vous évoquiez, puisque le nombre médian de followers, c'est 10 000 abonnés, et c'est des gens qui gagnent pour 80% d'entre eux moins de 5 000 euros par an. Donc voilà, on est loin du fantasme de l'influenceur millionnaire aux millions d'abonnés. Oui, qui est là, qui est à Dubaï. Pour autant, c'est un métier qui fait rêver néanmoins les jeunes. Alors, je rappelle juste, Guillaume, pour vous préciser, même si j'en suis sûr, ici, les gens dans la salle ont lu ce qu'on appelle votre synthé, que vous êtes fondateur et CEO de l'agence Reach, donc une agence, justement, une agence d'influenceurs, même si on n'aime pas trop ce terme, on va dire des agences de créateurs du contenu, et vous faites l'interface, l'intermédiaire entre des marques, des annonceurs qui ont besoin, justement, de ces créateurs de contenu pour communiquer. Et vous êtes également membre fondateur de l'UMIC, l'Union des métiers de l'influence, et donc des créateurs de contenu. Vous avez quand même gardé influence dans votre titre. Oui, c'est quand même un métier qui fait rêver les jeunes. C'est un métier qui attire. Après, beaucoup d'appelés, peu d'élus, c'est un métier qui est difficile. C'est créer du contenu, ça prend énormément de temps. Obtenir cette confiance des followers, ça se gagne, la confiance se gagne en gouttes. Hein. Et les followers, c'est pareil. Donc oui, c'est un métier qui attire, mais qui est difficile. Alors, Alexandre Lallet, vous êtes conseiller d'État, donc on est un petit peu chez vous aussi également ici, mais vous êtes président du jury de déontologie publicitaire. Ça dépend de la RPP, c'est peut-être sur cette casquette-là qu'on va eh bien, vous solliciter ce soir. Alors, expliquez-nous peut-être déjà ce que c'est que ce jury de déontologie publicitaire. Je crois que vous recevez des plaintes, entre autres. Absolument, François. Donc, l'ARPP, l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité, c'est une association que les professionnels de la publicité ont créée pour s'autoréguler. Ils se sont fixés des règles déontologiques qu'ils font respecter. Ils donnent des conseils à leurs adhérents. Et par ailleurs, ils ont créé un jury de déontologie publicitaire, le JDP. Et cet organisme qui est au sein de la RPP est chargé de traiter les plaintes de tout un chacun contre toute publicité. Donc n'importe qui dans cette salle peut introduire une plainte contre n'importe quelle publicité diffusée en France. J'en profite pour faire un peu de publicité pour le JDP. Mes risques et périls d'ailleurs. Et alors, est-ce qu'il y a beaucoup de plaintes qui ont affaire au cas d'influenceurs, justement, de manque de lisibilité peut-être dans les communications qui sont proposées? Alors jusqu'à une période récente, nous n'en avions aucune. Et puis depuis cette année, nous voyons poindre des plaintes qui arrivent, qui sont encore en quantité assez faible, mais ce n'est que la tête d'épingle, parce que par ailleurs, l'ARPP a développé des systèmes de contrôle, automatisés d'ailleurs, qui s'appuient sur l'intelligence artificielle et analysent des dizaines de milliers de contenus pour vérifier si les règles déontologiques sont respectées. Et donc ces règles déontologiques dépendent un peu du contenu. La règle déontologique centrale, c'est une règle de transparence, puisque dès l'instant que l'influenceur a une collaboration commerciale avec une marque, il doit le mentionner dans sa publicité pour que les consommateurs, ceux qui regardent la vidéo, le contenu, puissent savoir que cet influenceur, ce créateur de contenu, a un lien d'intérêt et fait la promotion d'un produit pour lequel il est rémunéré ou pour lequel il a une contrepartie. Ça permet au consommateur d'exercer son regard critique, en quelque sorte, et de se dire, est-ce que ce que je vois est vraiment impartial d'une certaine manière? Est-ce que c'est désintéressé ou est-ce que c'est une publicité, tout simplement?
Ça n'a pas toujours été le cas, ça, justement, Guillaume, justement, d'officialiser un partenariat, un sponsoring, parce qu'on sait bien comment ça marche, le monde du numérique et la publicité digitale, ou du moins quand on s'adresse à une communauté, ce qui fonctionne, c'est l'authenticité. Ce qui fonctionne, c'est aussi faire part d'une expérience intime. Donc, pendant longtemps, ces influenceurs ou ces créateurs de contenu jouaient, simulaient l'authenticité, puisque c'était finalement un moteur commercial. Oui, alors ce qui fonctionne aussi dans l'influence marketing, c'est la confiance. Et donc, cacher un partenariat, la réalité, c'est que, et d'ailleurs, les datas le montrent, ça rend pas plus performant une prise de parole d'un influenceur. Moi, j'entends souvent parfois dire qu'avant, justement, la nouvelle loi, la loi du 9 juin, c'était un peu le Far West dans le monde de l'influence marketing. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que déjà, la loi pour la confiance dans le numérique, elle date de 2002 et elle imposait déjà de dire quand un post, quand un contenu était fait en partenariat avec une marque. C'était la publicité frauduleuse, en fait. Bien sûr, c'est les pratiques commerciales trompeuses et ça existe depuis bien longtemps. Alors, il y a eu un besoin de remettre une couche, parce que c'est vrai qu'il y a quelques influenceurs qui sont allés très très loin et qui ont été à l'origine d'énormément de dérives. Il y a des gens qui ont perdu de l'argent parce qu'ils ont investi dans des placements financiers douteux en suivant des influenceurs. Donc il y a eu des cas très concrets de dérives et le gouvernement a voulu aussi taper du poing sur la table et rajouter une loi qui concernait justement ces influenceurs. Elle est bien faite, cette loi ? Cette loi, elle était nécessaire parce qu'il était aussi important de pouvoir montrer justement à ces influenceurs qu'ils ne pourraient pas continuer en toute impunité. Donc nous, on était à l'UMIC, parce que là je parle aussi pour cette union qu'on a créée justement dans le cadre des discussions autour de cette loi. Globalement, on était pour une loi parce que c'était important de sortir ces influenceurs qui dérivent, parce qu'en fait ils salissent aussi tout le secteur de l'influence marketing. Et d'ailleurs la RPP a fait un travail, parce qu'il y avait déjà des préconisations d'autorégulation qui étaient dans le sens de la loi en réalité. Maintenant, on en reparlera probablement, il y a quelques trous dans la raquette sur cette loi, mais on continue de travailler sur le sujet. Allez, un petit trou dans la raquette rapidement, parce que vous avez fait du teasing. Non, mais fondamentalement, la partie transparence de la loi, elle est très bien. Les produits qui sont il y a un ensemble de produits sur lesquels les influenceurs n'ont pas le droit de communiquer, c'est aussi très bien. Maintenant, le constat qu'on a fait, on a organisé un événement, l'UMIC, il y avait 300 créateurs de contenu, c'est que pour les créateurs qui sont fondamentalement honnêtes, la loi telle qu'elle est rédigée aujourd'hui, elle fait peur. Parce qu'il y a une mécompréhension, et en fait, vous avez des influenceurs qui sont de bonne foi, qui ont peur d'être attrapés dans le filet de ceux qui dérivent complètement. Et c'est ça le sujet. Peut-être une réaction par rapport à cette loi et ces trous dans la raquette, Alexandre, parce que je sais que vous suivez aussi évidemment l'encadrement de cette loi, puis même son application. Absolument. Alors, du côté de la RPP et du JDP, nous sommes sur du droit souple, donc le contrôle se fait par rapport aux règles déontologiques de la profession. En revanche, la DGCCRF, donc la concurrence, consommation, répression des fraudes, elle veille à l'application de cette loi et avant même à l'application des règles sur les pratiques commerciales trompeuses. Elle effectue des contrôles réguliers, une centaine de contrôles par an en moyenne. Elle a accéléré et durci son contrôle cette année et elle a constaté dans à peu près 50% des cas des anomalies. Qu'est-ce que ça veut dire, ce taux de manquement? Ça peut paraître énorme, mais ça ne veut pas dire que 50% des créateurs de contenu sont en manquement, loin de là. Ce qui se passe, c'est que la DGCCRF cible ses contrôles sur les cas qui lui paraissent à la fois les plus graves et les plus flagrants. Et donc, par conséquent, on se retrouve avec un taux élevé d'infraction. Lorsqu'on regarde en revanche l'analyse faite par la RPP, on se rend compte que le taux de manquement est beaucoup plus faible et a considérablement baissé. En 2020, par exemple, sur l'obligation de transparence, c'était environ 27% des contenus qui étaient contraires à cette obligation. En 2022, on est tombé à 11% et les premiers chiffres 2023 sont encore plus faibles. Donc on voit une mise en conformité progressive et une volonté des créateurs de contenu de se mettre en règle et d'afficher la collaboration commerciale qu'ils peuvent avoir avec une marque. Et juste pour bien comprendre vos moyens d'action, c'est-à-dire que vous recevez une plainte, donc on l'a bien compris, plutôt du côté des influenceurs depuis peu. Vous statuez, vous vous dites effectivement là il y a un manquement. Qu'est-ce qui se passe après ? Alors, le propre de l'autorégulation, c'est que nous n'avons pas de pouvoir de sanction comme des amendes. Nous ne mettons personne en prison. On ne peut pas enjoindre à un diffuseur d'arrêter ou un créateur de contenu de cesser ses activités, bien sûr. Nos avis sont publiés, mis en ligne sur le site internet du jury, relayés sur les réseaux sociaux. Et on est dans une logique, en bon français, de name and shame, comme on dit souvent, qui a un impact, une influence on peut traduire particulière. par exposer, afficher, et pour nuire à l'image, finalement. Absolument, et ça compte dans ce milieu, puisque justement,
toute la valeur de l'influenceur ou du créateur de contenu dépend de sa notoriété, de sa réputation. Et donc, comme il souhaite la garder, il ne souhaite pas spécialement être épinglé par le jury. Je précise que par ailleurs, l'ARPP a un autre levier. Elle a créé un certificat de l'influence responsable. Donc, c'est une espèce de label pour les créateurs de contenu qui ont suivi une formation. Et lorsque l'un de ces créateurs est en manquement, l'ARPP peut éventuellement suspendre ou lui retirer ce label. Le name and shame, il existe aussi finalement dans la loi, puisqu'il me semble que quand un influenceur a été condamné, l'une de ses contraintes ou obligations, c'est justement d'afficher sur son compte un panneau noir qui montre la condamnation. Oui, la DGCCRF a demandé aux influenceurs qui avaient eu des manquements d'afficher 3 images noires avec le logo de la DGCCRF qui indiquaient quels étaient les manquements. Et comme le dit Alexandre, c'est évidemment pour un influenceur pour qui l'image est tout, c'est quelque chose qui nuit énormément au développement de son métier. Évidemment, puisqu'on est sur ce marché de l'influence. Peut-être une question dans la salle qui va arriver avec une main qui va oser se lever. On a vu des avocats prendre la parole devant tout le monde avec un art oratoire. Certains, forcément, ça impressionne. Mais vous pouvez, vous aussi, peut-être prendre la parole et poser une question concernant l'influence ou plus largement les thématiques de la consommation, des droits à la consommation, de la liberté de faire des choix éclairés sur le monde du numérique, ou tout simplement accorder une petite plage de silence. C'est comme vous voulez, on va dire que je vous laisse 10 secondes. Nous avons un homme en capuche, rouge, Jean. Merci François. Cette loi dont on parle, la loi sur les influenceurs, c'est une proposition de loi, donc elle n'est pas passée dans le Conseil d'État, donc elle est écrite avec les pieds. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Alors, on parlait de trou dans la raquette, à qui trou dans la raquette, et maintenant écrite avec les pieds. Non, mais voilà, votre avis. Elle aurait pu être pire. Elle aurait pu être écrite avec un seul pied, parce que à l'origine, quand ils ont eu cette idée quand il y a eu l'envie de légiférer, ils avaient en tête influenceur égale influ-voleur égale influenceur de la télé-réalité exilé à Dubaï, et donc toute la loi se concentrait sur ce microcosme d'influenceurs. Juste pour vous donner un ordre d'idée, hein, quand je disais il y a 150 000 influenceurs en France, il y en a 500 qui sont d'anciens candidats de la télé-réalité, et il y en a 50 qui vivent à Dubaï. Donc on parle d'un infime pourcentage de ce que représente le monde de l'influence marketing. Et la loi telle qu'elle avait été imaginée au tout début se concentrait sur cette population-là. Et je pense qu'il y a eu quand même de grosses évolutions. Maintenant, c'est vrai que dans l'exercice législatif, il y a eu aussi quelques probablement compromis qui ont été faits qui aujourd'hui rendent la loi complexe dans son application au quotidien par les créateurs de contenu. Alexandre ? Joker? Non, ça, on ne sait jamais, parce qu'effectivement, les textes peuvent finir au Conseil d'État, même ensuite au contentieux. En l'occurrence, je ne me prononcerai pas dessus. Non, moi, la lecture de cette loi que je n'applique pas, encore une fois, au JDP, puisque nous sommes sur les règles déontologiques, je la trouve plutôt claire, en fait, dans sa formulation, et compte tenu des conditions dans lesquelles elle a été adoptée assez rapidement, je pense que les obligations sont assez compréhensibles, et elles ont été quand même accompagnées par une action pédagogique de la DGCCRF, de la RPP, des organisations professionnelles. Personnellement, je pense qu'il peut y avoir des ambiguïtés, mais comme toute loi, il y a énormément de textes qui sortent aujourd'hui dans toute matière, hein, et qui donnent lieu à interprétation. Celle-ci ne me paraît pas mériter un excès d'indignité. Voilà. Peut-être pas un excès d'honneur non plus, mais... Je pense, Jean, qu'elle a aussi fait peur, cette loi, et donc en ça, pour notamment les influenceurs qui dérivent, elle a eu quand même une efficacité, et puis elle s'est fait aussi se rendre compte aux audiences qui suivent ces influenceurs-là, qui ont vu leur compte voir afficher des carrés de la DGCCRF, qui ont pris conscience aussi qu'il y avait des dérives. Je pense que ça a eu un effet positif. Après, dans les trous dans la raquette que j'évoquais pour les influenceurs de bonne foi, il y a des vrais sujets. Je vous donne un exemple. Pour l'autorégulation, ce qui était cher à la RPP, c'était la notion d'engagement réciproque. C'est-à-dire que si vous êtes un influenceur, par exemple, qui fait des critiques littéraires, vous recevez des livres, il y a une vraie différence entre dire « je vous envoie un livre que si et seulement si vous vous engagez à en parler et en bien », avec l'autre proposition qui est « je vous envoie des livres et puis vous en parlez si vous voulez, vous en dites du bien si vous voulez ou du mal parce que vous êtes critique littéraire ». Dans l'autorégulation, avant la loi, la transparence était demandée quand il y avait un engagement réciproque. Parce que les deux parties s'étaient engagées, je vous envoie le livre si et seulement si vous en parlez, donc il y a engagement réciproque, il n'y a pas d'échange financier mais il y a engagement réciproque. Et donc dans ces cas-là, il fallait mettre la mention de collaboration commerciale.
La loi telle qu'elle est écrite aujourd'hui et telle que la DGCCRF nous l'explique, c'est que quand on nous envoie des livres, et ben si je décide d'en parler en bien et que je suis un influenceur, et ben dans ce cas-là, il faut que je mette collaboration commerciale. Ce qui, vous l'avouerez, est assez illogique parce que c'est pas ce qu'on demande à plein d'autres secteurs d'activité. Et c'est sur ce point-là qu'on espère avoir des clarifications. Oui, puis effectivement, vous parliez des livres, on parle des produits de beauté aussi. Quand on cite, je sais pas, pardon, prenons Enjoy Phoenix, qui est bien connue, je pense qu'elle reçoit des produits de beauté tous les jours, plusieurs fois par jour et depuis longtemps. Donc c'est compliqué pour elle d'en parler librement et de devoir dire qu'elle les a reçus et donc de faire passer ça pour un contrat, alors que c'est finalement juste un envoi et que ça peut faire partie de sa liberté d'en parler ou de ne pas en parler. Alexandre. Oui, il y a un autre point sur lequel il y a un décalage entre la loi et le cadre déontologique, c'est que nous, au JDP et à l'ARP, on distingue la publicité de la communication d'influenceurs qui n'est pas publicitaire. Je m'explique. Quand un influenceur diffuse un contenu qui a été validé par la marque, par l'entreprise dont on fait la promotion, c'est une publicité. Et dans ce cas, on lui applique toutes les règles déontologiques de la publicité. Par exemple, le greenwashing ou la lutte contre les stéréotypes de genre. En revanche, lorsqu'il s'agit d'un contenu qui a été créé par le créateur de contenu, par l'influenceur de manière libre et sans validation par la marque, on considère que ce n'est pas une publicité et la seule chose que nous contrôlons, c'est la transparence, c'est-à-dire la mention de la collaboration commerciale. Et ça, la loi ne fait pas cette distinction puisqu'elle prévoit indifféremment qu'on mentionne publicité ou communication commerciale, partenariat commercial sur la pub. Ça, c'est un angle mort possible, parce qu'on pourrait imaginer qu'à partir du moment où l'influenceur fait la promotion d'un produit, il doit aussi respecter toutes les règles déontologiques de la publicité, mais on voit aussi que ça peut aller très loin, puisque nous sommes tous, à notre niveau, des influenceurs en puissance ou réels, quand on laisse des avis, alors avec notre notoriété qui est parfois très faible, c'est mon cas, mais sur un restaurant ou que sais-je, on fait une espèce d'acte d'influence aussi. Donc de proche en proche, il ne faudrait pas que tout le monde bascule dans cet univers de l'influence et qu'on nous applique toutes les règles de la RPP, en tout cas pour le JDP, ça deviendrait compliqué à gérer. D'ailleurs, vous le dites, hein, Guillaume, influenceur, c'est pas vraiment un métier finalement. C'est un moment dans la vie. C'est pour ça que c'est assez mal nommé aussi comme terme. Bah oui, d'ailleurs, dans la loi, au début, ils voulaient définir l'influenceur, mais c'est extrêmement compliqué. Encore une fois, il y a 150 000 manières d'être influenceur. Il y en a qui font des collaborations, il y en a qui n'en font pas, il y en a qui gagnent leur vie, il y en a qui ne veulent pas être payés. Il y en a 85% qui ont un job à côté, pour qui c'est plutôt une activité passion. Il y en a qui maintenant font des films. Donc il y a plein de manières d'être influenceur. Et donc la loi s'est plutôt orientée vers la pratique d'influence commerciale. Parce qu'en réalité, quand je suis une actrice, que j'ai une communauté sur les réseaux et puis qu'on me prête une robe pour monter sur le festival de Cannes, je pratique l'influence commerciale à ce moment-là. Et c'est normal de tomber sous le coup de cette loi. Dernière question, sauf si bien sûr le public décide à tout moment de m'interrompre. Greenwashing, vous l'avez cité, c'est ce qui motive la majorité de vos plaintes aussi en ce moment, cette question du greenwashing. Oui, absolument. Alors, indépendamment de la problématique des créateurs de contenu, désormais, l'essentiel de l'activité du jury, c'est la recommandation de développement durable, comme on dit. Donc, c'est le verdissement, le greenwashing. Ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. J'étais au jury dans une autre fonction. À l'époque, c'était les stéréotypes de genre, l'image de la femme objet, qui était vraiment la problématique prégnante. Et cette problématique, elle a disparu parce qu'il y a encore un certain nombre de publicitaires ou d'annonceurs qui ne sont pas très au fait de tout ça ou qui sont dans une logique de provocation. Ils veulent faire du buzz, comme on dit. Donc, on a encore droit au bimbo en bikini pour vendre du carrelage. Ça arrive encore, ou des pin-up à l'ancienne. Mais c'est devenu marginal parce que c'est assez facile de se mettre en conformité. Avec la recommandation développement durable, c'est beaucoup plus difficile sur les arguments écologiques parce que c'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus technique. Et la tentation aujourd'hui d'un annonceur, c'est d'en faire beaucoup, parfois trop, dans les actions de limitation, dans la compensation carbone, dans la façon dont il le présente. Il se présente comme « je contribue à préserver l'environnement, à sauvegarder l'environnement ». Est-ce qu'on peut dire ça alors qu'on est soi-même un annonceur qui a un impact écologique parfois très fort? Comment vous faites pour le vérifier ça justement? Je sais pas, on est une compagnie aérienne qui se dit voilà, une compagnie verte, ou alors vous volez mais je plante 10 arbres. Comment on fait pour vérifier justement soit la promesse, soit la réalité de la promesse quand on est à votre place? À ce jour, nous avons assez peu de contestations sur la véracité des allégations et en tout cas sur la réalité des actions qui sont menées. Nous n'avons pas de pouvoir d'investigation comme peuvent l'avoir les administrations, la DGCCRF, et donc on se prononce sur la base du dossier et des éléments de la plainte et des réponses de l'annonceur. Et la contestation se focalise beaucoup sur les questions de vocabulaire, sur les questions
de terminologie en disant je suis vert, j'ai un produit écologique, mon produit ou mon service est éco-responsable, et ça motive énormément de plaintes parce que les recommandations prévoient une obligation de relativisation, disant je suis plus responsable, et proscrit un certain nombre de termes qui sont assimilables à du verdissement non déontologique. Voilà. Alors, on s'approche de la fin. Nous allons donc vers la fin aussi. Comme on a tous droit à une dernière chance, question, pas de question. Si pas de question, applaudissements.